Salut à tous, aujourd'hui on va parler des contrats qu'on peut faire avec les assistantes maternelles. Donc moi en tant qu'assistante maternelle et en tant qu'ancienne maman particulier employeur, j'ai eu à me tourner sur les contrats. Je voulais aujourd'hui vous en parler brièvement parce que il y a quand même des petits points qui sont intéressants à saisir. Si vous êtes dans un département qui ne vous propose pas de structure de contrat, vous pouvez toujours aller voir sur le département de la Loire-Atlantique. Ils vous proposeront un contrat vraiment qui est nickel, il est clair et du coup vous êtes sûr de sa valeur juridique. Donc ça vous permettra de pas avoir trop à réfléchir, vous pouvez le prendre comme exemple, vous pouvez même l'imprimer et enlever juste la partie Loire-Atlantique, voilà, ça marchera très bien. C'est pas tellement que je suis fan de mon département, même s'il est très bien, c'est juste que je dois reconnaître que leur contrat est très bien fait, donc je vous le souligne au passage. Et maintenant on passe point par point à ce que doit contenir ce contrat. Le point numéro 1, c'est qui est l'employeur. Donc on dit d'abord qui sont les parties, donc dans les parties il y a l'employeur et le salarié. L'employeur c'est la personne qui juridiquement est responsable de l'enfant. Si jamais on est avec une seule personne, une famille homoparentale, du coup c'est forcément cette personne-là. Si jamais on a deux parents, est-ce que les deux parents sont vraiment les parents ou est-ce qu'il y en a un des deux qui est beau-père ou belle-mère, etc. À ce moment-là, peut-être cette personne n'a pas d'autorité parentale si elle n'a pas adopté l'enfant. Elle ne doit pas figurer dans les employeurs. Elle est parent de l'enfant au quotidien, mais elle n'est pas employeur de l'assistante maternelle. Idem. Si par exemple il y a eu un problème entre les parents et qu'il y a un des deux qui a un petit peu déchu de son autorité parentale, il n'est pas votre employeur. Ou alors s'il l'est, il va y avoir des choses qui vont être décrites dans le contrat pour spécifier quelle est l'autorité de chacun, puisque forcément elles ne sont pas à égalité d'un point de vue juridique, on ne peut pas les mettre à égalité dans un contrat. Pareil, si jamais vous avez prévu qu'il y ait d'autres gens qui viennent chercher l'enfant, etc., ce ne sont pas vos employeurs, ce sont des personnes qui viennent chercher l'enfant. Donc voilà, vraiment spécifier qui est l'employeur, sachant qu'il faut que ce soit légal. Il faut que ce soit quelqu'un qui a autorité sur l'enfant. Par ailleurs, vous allez devoir noter les responsabilités, les numéros des polices d'assurance des responsabilités civiles professionnelles. L'assistante maternelle est obligée d'en avoir une. Et éventuellement de l'assurance automobile, si toutefois elle a prévu d'utiliser son automobile, sa voiture. Deuxième point, vous devez préciser la date de début de l'accueil. Et oui, cette date inclut la période d'adaptation, dite maintenant période de familiarisation, et oui, ça inclut cette période même si vous êtes présent. À partir du moment où l'assistante maternelle accueille l'enfant, même si c'est en présence d'un parent, eh bien elle est déjà sous contrat. Troisième point, la définition de la période d'essai. La période d'essai, c'est en fait tout simplement comme dans tous les contrats en fait en entreprise ou ailleurs. N'importe quel contrat inclut une période d'essai. C'est une période pendant laquelle on peut rompre le contrat plus facilement. Justement, sur le contrat de la Loire-Atlantique, vous avez un petit détail que je vous invite à aller consulter qui explique un petit peu les modalités de cette période d'essai, les durées habituelles, notamment de cette période d'essai. Et puis on passe au quatrième point qui est un point assez massif. Il s'agit de l'accueil qu'on prévoit, qu'on va devoir définir. Alors déjà on va devoir définir les modalités de l'adaptation, ce qu'on a envisagé pour l'enfant qui se déroule en général sur une semaine, mais après fonction des enfants ça peut être plus long ou fonction des familles. Ou il peut aussi y avoir des adaptations très rapides dans certains cas particuliers et à ce moment-là on doit quand même essayer d'en mettre une et de voir voilà comment elle va s'exécuter. Et puis on va aussi définir bien sûr à quel moment l'enfant va venir sur une année. Donc on démarre par, voilà, il y a 52 semaines dans l'année, cet enfant il va venir combien de semaines, sachant que le maximum sur une année c'est 47. Il ne peut pas venir plus de 47 semaines sur 52 puisqu'il faut que l'assistante maternelle ait au moins 5 semaines de congés payés par an. Ensuite, toujours d'un point de vue légal, on doit définir le nombre de jours par semaine. Alors même s'il ne vient pas 6 jours par semaine, on va devoir noter dans le contrat un jour de la semaine qui sera de toute façon un jour de repos pour l'assistante maternelle. Donc le plus souvent c'est le dimanche qui est considéré, bon après ça dépend vachement des contrats, mais le plus souvent c'est le dimanche. Et ça voudra dire que quels que soient les contrats que cette assistante maternelle va pouvoir faire avec les autres personnes, ce jour-là sera toujours un jour de repos pour elle. Une assistante maternelle ne peut pas travailler avec l'enfant A du lundi au vendredi, avec l'enfant B du mercredi au dimanche. C'est pas possible parce que sinon elle n'a aucun jour de repos dans sa semaine, ça c'est pas légal. Puis enfin on va déterminer le nombre d'heures par jour tout simplement. Donc ça peut être un accueil des fois irrégulier, mais on va faire un à peu près ou alors mettre le détail dans le contrat du nombre d'heures par jour. Sachez que en fonction de ce qu'on a déterminé en premier, de savoir le nombre de semaines que l'enfant va venir sur une année, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle une année complète, une année où 47 semaines sont travaillées sur 52, ou une année
incomplète, c'est à ce moment-là effectivement moins de 47 semaines. Il y aura toujours des semaines de congés payés, mais il y aura aussi d'autres semaines qui ne seront plus des semaines de congés payés, qui seront juste des semaines non travaillées. Et tout ça, on attaque la partie rémunération, et là j'attire votre attention sur le fait que les allocations que la CAF va vous donner pour aider à la garde de votre enfant sont soumises à ce qu'on appelle le plafond page emploi. C'est un plafond qui détermine un montant maximum que vous pouvez donner par jour à votre assistante maternelle. Au-delà de ce plafond, vous perdez vos allocations CAF. Donc c'est très important de regarder quel montant brut l'assistante maternelle va vous demander. Pour 2019, là on tourne cette vidéo en 2019, donc pour 2019, le montant de ce plafond est de 50,15 € brut par jour, donc 39,12 € net par jour, donc le plafond page emploi. Ça veut dire qu'une assistante maternelle qui prendrait votre enfant en garde 10 heures par jour, 5 jours par semaine par exemple, ne pourrait pas toucher plus de 5 € brut par heure. Parce que si elle a 5 € brut par heure et qu'elle travaille 10 heures, ça va lui faire effectivement 50 € brut par jour. Si c'est tous les jours pareil, si c'est régulier, etc. Et à ce moment-là, si vous dépassez vous ce plafond, eh bien vous allez avoir une notification de la CAF vous disant que vous n'avez pas respecté voilà, les règles de page emploi. Donc soyez très attentifs à cette rémunération brute, sachant que si vous n'avez votre assistante maternelle par exemple que 4 ou 5 heures par jour, il y a à ce moment-là très peu de chances que vous déplaciez ce plafond qui est quand même très haut. Donc ça dépend vraiment en fait de l'accueil que votre assistante maternelle fait à votre enfant, et elle doit se caler à ce moment-là au niveau tarif. Si jamais c'est une année complète avec énormément d'heures, elle ne peut pas mettre un tarif trop élevé. Si c'est une année incomplète avec très peu d'heures, elle peut à ce moment-là mettre un tarif élevé. On ne peut pas dire d'une assistante maternelle à l'autre celle-ci est plus chère donc elle dépasse le plafond. Non, ça dépend vraiment de ses contrats. Voilà, j'espère que vous avez compris, et si c'est pas clair, n'hésitez pas à m'interpeller juste en dessous en commentaire. Tant qu'on est sur les tarifs, on va donner aussi le tarif des majorations. Alors attention, une majoration, c'est pas juste une heure supplémentaire. Une heure supplémentaire, la plupart du temps, elle a le même tarif que les heures normales. Une heure supplémentaire, par contre, sur un contrat qui dépasse déjà 46 heures semaine, donc une heure supplémentaire, c'est une heure qui n'était pas prévue. Si on a un contrat de 50 heures semaine, et qu'on fait 50 heures semaine, il n'y a pas d'heures supplémentaires. Si on a un contrat de 49 heures semaine et qu'il y a une semaine où on en fait, enfin en l'occurrence ça se calcule pas sur une semaine les heures supplémentaires ou majorées, c'est sur un mois. Mais mettons, à la fin de votre mois, il y a une heure sur votre contrat de 49 heures par semaine, il y a une heure que vous avez fait que vous n'étiez pas censé faire. Comme vous êtes à plus de 46 heures semaine sur votre contrat, effectivement cette heure supplémentaire est majorée. Par contre, si vous étiez à 40 heures par semaine sur votre contrat et que dans le mois vous aviez fait une heure en plus, à ce moment-là cette heure ne serait pas majorée, ce serait une simple heure supplémentaire. J'espère que vous saisissez la nuance, mais dans le cas de la majoration, effectivement on a le droit de donner un tarif plus élevé, et à ce moment-là il faut juste écrire de combien on veut majorer, donc on le note dans le contrat. Autre chose qu'on note, on note le coût des frais d'entretien. Alors je vous donne ce qui est le plus classique, mais après voilà, chacun met ce qu'il veut, voilà, les assistantes maternelles ont beaucoup de liberté à ce niveau-là, mais classiquement quand une journée est plus petite que 9 heures, on met 2,65 € d'entretien par jour, et quand elle est plus grande que 9 heures, on met 3,01 € d'entretien par jour. On peut aussi noter les frais de repas, on doit noter les frais de repas si l'enfant est prévu à petit déjeuner, manger le midi, goûter, manger le soir, etc. On peut aussi noter des frais de déplacement si toutefois on a prévu d'utiliser sa voiture. En ce qui me concerne, c'est pas obligatoire, parce qu'en ce qui me concerne, j'avais utilisé ma voiture et j'avais dit aux parents que je ne souhaitais pas qu'ils payent de frais de déplacement, puisque j'estime que c'est moi qui choisis de fonctionner comme ça, que j'avais certains déplacements que j'avais à faire que j'estimais qui n'étaient pas à leur charge. Donc voilà, je n'ai pas souhaité mettre de frais de déplacement, et ça s'est très bien passé, ça ne pose pas de problème. J'avais demandé confirmation au réseau d'assistantes maternelles, il m'avait dit que c'était tout à fait possible de fonctionner comme ça. Donc on peut le faire, ou on peut ne pas le faire, on choisit. Et puis on doit aussi noter bien sûr la date de paiement du salaire pour avoir une date butoir. On touche bientôt à la fin de la vidéo, je vous rassure. On termine par un pavé assez colossal, celui des congés. Donc on donne les dates de congés si toutefois on les connaît. On dit à quel moment est-ce qu'on va les rémunérer. Si on est dans une année complète, c'est très simple. Il va y avoir 5 semaines de vacances et ils vont être payés à ce moment-là. Si on est dans une année incomplète, là c'est un petit peu plus fourbe. Il y a 4 modalités de paiement possibles. En gros, il y en a une qui est on paye tout au mois de juin. Il
Il y en a une autre qui est on paye quasiment tout ou tout au moment des plus grosses vacances. Donc par exemple si la SMAT elle part 3 semaines en août, c'est pendant ces 3 semaines d'août que sur le mois d'août en fait où elle va avoir tous ses congés payés. Ou sinon on peut choisir de payer un petit peu à chaque vacances de l'assistante maternelle, ou pire encore on peut choisir d'étaler le paiement des congés payés sur toute l'année. Je trouve que c'est le moyen le plus terrible pour ne pas s'en sortir. Déjà que les congés payés c'est des calculs complexes, donc moi perso je trouve que c'est beaucoup mieux de mettre en une fois, et je trouve que c'est encore mieux de mettre ça au mois de juin. Voilà, c'est mon avis perso, ça n'engage que moi. On doit préciser aussi si les jours fériés sont travaillés ou pas, et s'ils sont pas travaillés, est-ce qu'ils sont quand même payés. Il y a des assistantes maternelles qui demandent à ce que les jours soient chômés et payé, donc c'est quand même un truc à savoir avant de s'engager en tant que parent. Et puis on doit aussi vérifier dans le contrat que c'est bien écrit qu'en cas d'absence de l'enfant on sera payé en tant qu'assistante maternelle, puisque l'enfant voilà, si c'est pas de notre ressort qu'il ne soit pas là, eh bien il a à être là, ou alors les parents ont quand même à nous payer, sauf certificat médical qui justifie une absence de l'enfant pour maladie. À ce moment-là effectivement on n'a pas à être rémunéré. Et pour l'assistante maternelle c'est l'inverse. Si l'assistante maternelle dit aux parents, écoutez, je peux pas garder votre enfant, elle n'a pas à être rémunérée. Sauf si elle a un certificat médical qui dit qu'elle est en arrêt de travail en fait. Exactement pareil que dans une entreprise. Et puis dernière chose par rapport au congé, c'est les absences pour les formations. Alors, il y a le cas particulier de l'assistante maternelle qui a fait sa formation initiale et qui n'a pas encore fait la deuxième partie de la formation qui comprend 60 heures et qui va être assez bizarrement répartie, puisqu'en fait il va y avoir plusieurs mois d'affilée où elle va devoir s'absenter 2 jours par mois, et comme c'est un truc obligatoire, eh bien voilà, il va falloir qu'elle y aille. Elle va pas pouvoir dire je ferai ça plus tard, non, elle va devoir y aller. Et puis vous, du coup, votre enfant, vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre qui va pouvoir s'en occuper. Alors la plupart du temps c'est le département qui vous dit bon bah écoutez j'ai une autre option là, si vous voulez vous pouvez mettre votre enfant, etc. Perso ça me parle pas beaucoup, parce que je trouve que du coup dans ces cas là quid de la période d'adaptation, des repères de l'enfant, enfin bon, je trouve que c'est un petit peu délicat cette histoire. Et puis en plus je suis pas sûre que les parents aient énormément de choix en fait. Il y a plus trop ce rapport de j'ai choisi mon assistante maternelle. Ok c'est du dépannage, mais du dépannage qui se passe mal, ça peut être embêtant aussi pour l'enfant. Donc du coup je trouve que c'est intéressant d'avoir cette conversation. Est-ce qu'elle a bien fait toute la formation ou pas? Et si elle l'a pas fait, vous, que vous réfléchissiez à comment vous allez faire ces 2 jours par mois. Est-ce que vous choisissez l'option je mets mon enfant en suivant un petit peu ce qu'on va me donner comme piste, ou alors je trouve des solutions par moi-même? Je sais pas, peut-être que vous avez des jours de congé, des grands-parents pour dépanner, je sais pas, mais c'est une réflexion à engager. Et puis l'autre possibilité c'est qu'elle ait des formations ponctuelles où elle vous dise bon tiens là je me suis engagée pour telle formation, etc. Et comme elle y a droit, et bien c'est pareil, c'est une discussion à avoir avec elle. Voilà, est-ce qu'elle a prévu des formations et à quelle date en gros, sachant que si elle n'en a pas prévu, il faut savoir quand même juste dans quelle optique votre assistante maternelle est. Est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance en général à faire beaucoup de formations ou pas, ou plutôt à se dire que de toute façon si elle en fait ça sera sur les week-ends et pas sur la semaine. Voilà, c'est une discussion à avoir. Et puis on termine avec le dernier point, c'est de la rupture du contrat. On doit définir juste les modalités, comment ça se passe, pourquoi, etc. Et puis quels sont les documents qu'on va devoir remettre, quelle sera la durée du préavis, sachant que ça c'est assez classique. Si elle a moins de 1 an d'ancienneté, le préavis est de 15 jours. Si elle a plus de 1 an d'ancienneté, le préavis est de 1 mois. Et puis on note aussi les indemnités potentielles qu'elle aura, à savoir les indemnités de congés payés, l'indemnité de rupture, qui n'est valable que si l'assistante maternelle a plus de 1 an d'ancienneté, mais j'y reviendrai dans une future vidéo, la régularisation, voilà, toutes ces petites choses qui sont bien à écrire, comme ça c'est noir sur blanc, on sait que ça arrivera. À la fois pour l'assistante maternelle c'est rassurant de savoir que tout est écrit, et puis à la fois pour les parents, comme ça c'est plus clair. J'espère que justement cette vidéo est claire, j'espère aussi qu'elle n'est pas trop longue, je verrai au montage, et puis je vous retrouve très bientôt dans une vidéo qui va expliquer justement comment ça se passe à la fin d'un contrat. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et dites-moi surtout si vous avez des questions, parce que ça permettra peut-être d'enrichir cette prochaine vidéo. Voilà, moi je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo.